Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors aujourd'hui, on va se regarder plusieurs extraits, n'est-ce pas, de Marine Tondelier. Alors je sais pas si vous la connaissez, hein, c'est une représentante du coup plutôt, si je dis pas de bêtises, de Europe Écologie Les Verts. Et on va regarder un petit peu parce qu'elle va nous faire un débat sur l'idée finalement des agressions d'extrême droite, etc., sur le danger qui pèse s'il y avait une élection éventuelle de Jordan Bardella. Bon, alors quand on parle d'élection éventuelle, hein, là on est aux législatives, donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais on s'est compris. Bah écoutez, sans plus attendre, on va regarder ça. On va regarder plusieurs extraits. Accrochez vos ceintures, préparez vos commentaires, je réponds à chaque fois, n'oubliez pas. Et puis bah c'est parti. Ah, attends, comment on démarre là-dessus? Ah bah voilà, play. Je veux qu'on comprenne que des enfants qui arrivent traumatisés parce qu'ils ont vécu dans leur pays la raison pour laquelle ils sont partis, parce qu'ils ont vécu sur tout le trajet des agressions multiples, des pressions, des cauchemars permanents, des troubles psychologiques, psychiatriques. Ils arrivent et on leur fait des tests osseux parce qu'on part du principe qu'ils mentent sur leur âge, tests osseux d'ailleurs qui sont aussi remis en question par les règles internationales, et on les laisse à la rue, à la merci, je dois vous le dire, de l'extrême droite. Parce que dans plusieurs villes de ce pays, ce qui se passe la nuit, ce sont des ratonnades. C'est le GUD, les amis de Jordan Bardella, des gudards, des gens d'extrême droite, des gens avec des croix gammées qui ont tatouées sur le corps et les mêmes qui se font agresser. Bon alors après je sais pas, hein, parce que effectivement on a tendance à se fier finalement aux sources qu'on a, aux sources journalistiques et à les prendre comme un acquis, hein, à les prendre comme une vérité absolue, alors que généralement on considère comme une vérité absolue énormément de choses qu'on n'a jamais vues de nos yeux, hein, qu'on n'a jamais palpé de nos sens, si j'ose dire. Donc ça je trouve ça toujours intéressant. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il est clair que des sources qu'on a, bon, on n'a pas entendu parler non plus d'énormément de ce type d'agression extrêmement grave hein, dont elle parle. Donc on peut se questionner sur pas leur existence, sûrement que leur existence est réelle, mais sur leur fréquence, on va dire. Parce que là, elle en parle comme si c'était un truc habilité. Alors qu'effectivement, des attentats islamistes, ça, pour le coup, a priori, on en a vraiment mangé. Et on en a mangé plus d'un. Et donc c'est assez intéressant de nous expliquer que le plus grand danger, c'est les ratonnades du GUD, alors que le danger d'une islamisation absolument radicale est nécessairement quelque chose d'impactant. Ça c'est clair qu'on en parle, ils en parlent comme si ça n'existait pas, comme si c'était des forcenés. C'est un sujet, je pense, auquel ils devraient s'intéresser de manière plus pertinente. Hein, c'est-à-dire, moi je comprends hein, l'idée des personnes qui ont fait une traversée extrêmement houleuse et qui arrivent avec des problèmes psychologiques. Ça je peux parfaitement l'entendre et c'est tout à fait compréhensible. Quoi qu'il en soit, il faut avant tout protéger un pays quand on dirige un pays. Quand on dirige un pays, tu protèges d'abord ses ressortissants avant les personnes qui souhaitent intégrer le pays. C'est la base de tout. Tu protèges d'abord ta maison et ceux qui vivent dans ta maison avant de faire rentrer n'importe qui. Aussi tragique que cela puisse être pour les gens qui viennent, et ça je l'entends complètement, il y a effectivement plein de solutions à mettre en place, comme éventuellement envoyer des aides dans les pays d'où ils viennent, etc. Mais protéger son territoire à soi-même devrait être la priorité de tous les pays, parce que sinon, si tu accueilles absolument sans contrôle n'importe qui et que tu leur donnes tout plein d'excuses, bah, peut-être que tes excuses sont valables, hein. C'est tout à fait possible que tes excuses soient valables. Mais pour autant, tu mets en danger tes ressortissants. Agressés par leur appareil photo en train de faire des saluts nazis, qui les pourchassent, qui les tabassent dans certaines villes de France. C'est ça le quotidien. Et c'est le quotidien alors que Jordan Bardella donne quand même le signal à tout le monde d'être sous son meilleur profil. Vous êtes en train de dire que l'extrême droite, aujourd'hui, met en danger des jeunes mineurs Bardella, isolés dans la nuit. Non mais qu'il tabasse des jeunes la nuit. Vous m'avez fait un quart d'heure sur un clip de rap dont j'ai appris l'existence sur plateau. Je crois que Jordan Bardella, il n'a pas découvert. Non, c'est pas vrai. Ça, pour le coup, franchement, moi, je veux bien. Elle parle d'un clip de Orelsan. Je n'ai pas entendu cette chanson. Ce clip de rap, je n'ai pas entendu cette chanson. Dire que vous avez appris son existence ce soir. Je n'ai pas entendu cette chanson. Je pense que vous imaginez le quotidien qu'on a en ce moment. Oui, moi, j'ai éteint mon téléphone toute la journée pour préparer cette émission. Vous êtes Jordan Bardella toute la journée. Mais ça, les journalistes, c'est toujours. Bah après, c'est leur métier. Hein, tu vois, là, c'est Apolline de Malherbe, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est son métier de faire du clivant, de faire du clash, d'aller titiller, etc. Vraiment, c'est niveau parfois cours de récré, quoi. Même si elle le fait bien, puisqu'elle est toujours à la tête de ce qu'elle mène. Donc voilà. Mais enfin voilà, le débat d'une heure et demie sur est-ce que non, c'est sûr que t'as déjà vu ce clip, etc. Il est quand même super connu. Ouais, on s'en fout un petit peu, hein. Il les connaît, c'est ses copains, et je pense que comme moi, il lit l'actualité, ce sont des faits qui durent depuis des mois. Mais il donne consigne à tout le monde de se tenir à carreau, ils ne sont pas encore au pouvoir. Alors imaginez quand ils le seront vraiment, et quand ça lâchera les brides.
Alors bien sûr, moi je suis d'accord bien évidemment avec ça, sur le fait que les problèmes du militantisme, il peut y en avoir, mais il peut y en avoir de partout. Excusez-moi, hein, mais les candidats d'extrême gauche, les votants pour l'extrême gauche, j'en passerai je pense quelques extraits à un moment donné, mais peuvent dire des trucs absolument choquants, enfin absolument en tout cas dangereux, sur énormément d'aspects. Hein. Bah, c'est très simple, hein, de toute façon à gauche il y a quand même aussi, il faut le mettre en lumière, il y a une force qui est la tolérance totale. Ils se disent d'une tolérance absolue, mais en réalité ne sont tolérants que si tu adhères à leur opinion. Si tu partages les mêmes opinions qu'eux, oui, là, dans ce cas-là, ils cherchent la tolérance. Mais va une seule seconde contre eux, et du coup, tu deviens automatiquement, tu sais, sous l'idéologie d'un moustachu célèbre en 39-45, tu deviens immédiatement comme cette personne, et donc, il y a une autorisation de te traiter un petit peu différemment. Voilà, on n'en dira pas plus. Mais donc le danger, effectivement, des votants pour Bardella, etc., peut-être qu'il y en a un, mais je crois qu'il y en a aussi pour les partis plus à gauche. Voilà. On va regarder un autre extrait de sa part sur les 40 heures, et en fait, elle va mettre à mal un journaliste, ça va être assez intéressant. Et monsieur, je vais vous montrer aussi le Front populaire de 36. Ah, alors, c'est dans l'autre sens. Le Front populaire de 36. Les affiches des dessins de presse de l'époque. Semaine de 40 heures, misère. À l'époque, la semaine, c'était 48 heures. Oui, Le Front populaire dit non, on va faire à 40 heures. On dit, ça ne marchera jamais. Donc, misère, là, bien-être amoindri. On a fait 35, on a parce vu qu'on préfère vraiment travailler plus à l'époque. On dit faillite, et on dit, ça écrasera le travailleur français. Et bien, vous savez quoi, les mesures de progrès social, au début, ça fait peur à tout le monde, et c'est pas consensuel. Avec quelques années de retard, de recul. Le problème, moi je vous dis juste... Après la question, alors là je vous demanderai à ceux qui sont beaucoup plus sachants là sur la chaîne, mais très probablement lorsqu'on a mis en place les 35 heures, les congés payés, etc., c'est aussi parce qu'on en avait les richesses possibles. Et ces richesses possibles, est-ce qu'elles n'ont pas été agréées finalement par le capitalisme? Je me pose la question, mais à un moment donné, l'idée est intéressante, effectivement. Travailler moins, avoir plus de temps libre, avoir plus de vie, finalement, on peut pas dire que c'est une mauvaise idée. Maintenant, pareil, demain, si tu proposes de faire la semaine d'1h30, ça va être compliqué. Parce que derrière, comment est-ce que tu produis de la richesse? Et du coup, comment est-ce qu'en retour, toi-même, on te donne de la richesse? Donc moi, je pose la question, pour en arriver aux 35 heures, d'où est venu l'argent et par quel courant politique? Bon, voilà, je laisse les plus sachants d'entre vous me répondre. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que les 40 heures, c'était bien. Tout le monde est d'accord pour dire que les congés payés, mis en œuvre par le Front populaire en 36, c'était bien. 2 semaines, aujourd'hui 5 semaines. Je vous dis juste qu'il y a des... Heureusement qu'ils l'ont fait. Je vous dis juste qu'il y a des mesures dans ce programme dont la conclusion est connue. Voilà, la conclusion est connue. Mais je veux bien que vous me mettiez le Front populaire. Mais c'était quoi la conclusion à l'époque? Misère, faillite, bien-être amoindri. Vous savez comment... C'était des conclusions, c'était la presse de l'époque. C'est les gains de productivité qui ont baissé le temps du travail, c'est pas le Front populaire, si vous voulez. Globalement, si mais je les remercie d'avoir tenu, malgré toutes les critiques de l'époque, de la presse et de certains observateurs politiques. Bon, par contre, là, très clairement, d'un point de vue rhétorique, bon, elle lui a extrêmement bien répondu, on sent qu'il est un petit peu déstabilisé. Donc on est sur une rhétorique assez alléchante, c'est formidable, on aime les rhétoriques poussées et intelligentes. Très bien. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe. On va regarder sur les 2 vidéos qu'on a vues d'ailleurs. Tiens, on va regarder sur la première. Allez. Moi, j'aime bien faire les choses en décousu. Qui est cette cinglée? J'en peux plus. C'est pas très argumenté, ça, François. Enfin, François, c'est hallucinant. Comment ils peuvent laisser dire des conneries pareilles? Les barbus tuent plus que l'extrême droite. Mais un barbu qui tue est un déséquilibré, donc il n'est pas responsable. Là, effectivement, il faut nommer un chat un chat. Alors, moi, je pense qu'il faut aller au-delà de la limite du responsable ou pas responsable. Enfin, je dis pas que tout le monde est nécessairement responsable. On peut avoir des cas effectivement où des soins peuvent être nécessaires, etc. Mais quoi qu'il en soit, il faut d'abord protéger les ressortissants. Donc si jamais tu te rends compte qu'il y a beaucoup de déséquilibrés qui arrivent, admettons que ce soit des déséquilibrés, il faut quand même traiter le problème. Tu ne peux pas, sous prétexte que les personnes sont déséquilibrées, et je doute qu'elles le soient toutes, hein, dans les personnes qui vont causer des problèmes et des dommages, je doute qu'elles soient toutes déséquilibrées. Mais parmi les déséquilibrés, si on se dit « Ok, bon, on en a identifié très bien, soins, hôpital, etc., machin, pourquoi pas ?» Par contre, une fois qu'on a identifié ça, il faut couper la source quand même. Bah oui, parce que si, vu que t'es déséquilibré, on a quand même le droit de... Bah t'as quand même le droit de faire un petit peu ce que tu veux jusqu'à ce qu'on t'arrête, c'est un peu compliqué si jamais tu causes des dommages irréparables. Enfin voilà, après ça dépend comment on veut gérer un pays, hein. S'il y en a qui veulent un petit peu plus d'action, finalement, ça je laisse libre à chacun son opinion, bien évidemment. Ils l'ont choisi pour son intelligence pour interrogation, le naufrage d'une chez nul, l'imagination de certains. Tondelier est bloqué dans le métaverse, très bien le métaverse, très rigolo. C'est pas un poil diffamatoire, juste un poil.
Le mensonge n'est-il pas punissable? Blablabla. Il donne des consignes à tout le monde de se tenir à carreau, mais pour autant, les fameux gudards font des ratonnades quotidiennement. Eh bien, il s'en passe des choses dans le monde fantasmé de Madame Tondelier. Bah, moi, je m'interroge parce qu'effectivement, ça, on le voit pas beaucoup ressortir. Alors, est-ce que c'est une info cachée? Pourquoi pas? Maintenant, oui, c'est une info qu'on a, qui parvient moins, je trouve. Je trouve. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on lui répond par rapport aux 35 heures. Idéologie vs réalité. Les 35 heures sont la cause de défaillance de services publics, hôpital, police. La bonne productivité française a comblé un moment, mais ça, c'est fini. On n'est plus compétitif avec les 35 heures et notre retraite à 75 ans. C'est chauvin de se croire dans le vrai tout seul. Elle est brillante, elle a su bousculer ces journalistes de BFM. Là, effectivement, elle les a bousculés. Là. Je ne vote pas à gauche, mais Madame Tondelier a bien débattu, il faut l'avouer. Cette séquence était particulièrement intéressante. Je suis d'accord que c'était intéressant. Le regard face cam à 28 secondes est magique. On pourrait accuser le public de l'insistance à personne en danger. Joli loulou. Bravo à elle. Le mec était insupportable. Il l'a coupé tout le temps. Je ne sais pas comment elle a fait pour garder son calme. Ouais, bon, ça c'est quand on est habitué des plateaux. Hein. Journalistes, ils font un peu ça tout le temps. Les gains de productivité, et puis quoi encore? Ben surtout, il n'y a rien. Le néant, le vide sidéral. Elle comprenait même pas les questions. Elle est forte en interview et en débat. Oui, je reconnais que là, elle a très bien débattu. Sur le fond, elle a totalement raison. Mais quand je la vois se comparer au au Front Populaire de 36, ça me désole. Pire encore, Panot qui ose se proclamer supérieur à Blum, c'est le pompon. De toute façon, ça c'est un truc intéressant, c'est que toutes les figures du passé, notamment quand elles sont décédées, deviennent un petit peu légendaires, deviennent un peu inatteignables. Alors qu'en réalité, dans leur temps, elles n'étaient pas du tout légendarisées comme ça. Et en fait, on reproche toujours aux gens quand ils se prétendent à un niveau de personnes disparues, parce que les personnes disparues deviennent une sorte d'icône, et une icône, c'est intouchable. Je trouve ça toujours intéressant, parce que dans 100 ans, on citera des gens d'aujourd'hui qui étaient formidables, alors qu'aujourd'hui, on se moque d'eux. Enfin voilà, c'est la classique, quoi. Bon, quoi d'autre? Nous vivons maintenant dans un pays dans lequel les journalistes... Ah, je peux pas lire ça! Je peux pas lire ça, dites donc! C'est très corporel comme citation. Bravo, sont des collabos. Je ne comprends pas que nous soyons obligés d'avoir un téléphone pour poser des questions via le scan proposé. On s'en fout, ça, Jean-Louis. Madame Tondelier, c'est un régal. Waouh, elle est excellente et ne tombe jamais dans le piège tendu par un journaliste médiocre. Enfin, de professionnel. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse me le dire dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour propulser dans l'algorithme, parce qu'on aime tout ce qui propulse. Et puis, voilà, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!